Mesdames, Messieurs, bonsoir. Générique plus court pour un journal un peu plus court. Vous aurez compris pourquoi. À 20h25, nous avons un rendez-vous avec nos envoyés spéciaux au stade Marcel Sopin à Nantes pour le match retour Nantes-Dukla-Prague. Match retransmis en direct par Antenne 2. Et pendant que j'y suis, une autre bonne nouvelle, notre chaîne diffusera en direct également le match Manchester-Saint-Étienne. Cela se passera mercredi prochain, c'est officiel depuis tout à l'heure. Mercredi dans un petit stade d'une équipe de 3e division, Plymouth, plus connue pour ses voiles que pour ses filets. C'est vous dire la difficulté des recherches de Manchester pour trouver un terrain de football. D'ores et déjà, attention aux horaires. Le match aura lieu à 19h30 heure française. En conséquence, notre journal aura lieu à 19h20, puis à nouveau à la mi-temps du match, donc mercredi prochain. Mais d'abord, l'actualité d'aujourd'hui. L'actualité dominée par la conférence de presse de François Mitterrand. Le premier secrétaire du Parti socialiste s'était tu depuis son passage dans notre émission Carte sur table. Les journalistes étaient donc impatients de lui demander si le PS avait l'intention de renouer les fils rompus de la négociation. Réponse de François Mitterrand, le Parti socialiste est prêt à accueillir ses partenaires, mais pas pour signer n'importe quoi. Et puisque son tour est venu de recevoir chez lui ses partenaires, il leur dit qu'ils seront à tout moment les bienvenus, qu'il les attend, qu'il les espère. Nos exigences sont simples. D'abord, ne faire aucune promesse qui ne puisse être tenue. Ensuite, ne rien faire qui puisse renforcer l'appareil centralisateur d'État, mais tout faire au contraire pour assouplir les mécanismes du pouvoir, développer la démocratie à la base, accroître la responsabilité des citoyens. Le combat de la gauche n'a pas seulement pour objet un changement de majorité, mais avant tout un changement des structures économiques, sociales et politiques de la société. Et puis tout au long de cette rencontre avec les journalistes, François Mitterrand devait répéter qu'il n'était pas question pour son parti de se tromper d'adversaire ou de changer d'alliance. Le Parti socialiste a décidé dans ses instances souveraines, il y a déjà bien longtemps, que sa stratégie c'était celle de l'union de la gauche. Je vais le répéter, que son instrument c'était le programme commun en même temps que les radicaux de gauche et que les communistes. Nous y sommes engagés. Nous ne pouvons décider pour les autres. Nous leur demandons simplement, fermement et amicalement, de bien vouloir considérer les intérêts généraux en cause, et aussi ces millions de Françaises et de Français dont l'espérance risque d'être blessée à mort. Je ne cesse de penser à cela. Alors le Parti socialiste a une voix claire que je réaffirme. En tout état de cause, les partis au pouvoir qui savent bien où ils en sont, menacés qu'ils sont par la désapprobation publique, ne peuvent espérer aucun secours. Que dis-je? C'est une litote. Ne peuvent qu'espérer la résolution offensive des socialistes pour que triomphe la cause des travailleurs, des opprimés, des exploités, je veux dire la cause de la gauche. Noël Copin, décortiquons ensemble cette conférence de presse de François Mitterrand. Impression dominante. Bien, l'impression dominante, c'est qu'il a, je crois, poursuivi deux buts. Le premier, affirmer l'existence et la vitalité du Parti socialiste, et le deuxième, montrer qu'il maintenait le cap sur l'union de la gauche. Vitalité du Parti communiste, il a repris un certain nombre de termes qu'il avait déjà employés, mais avec une certaine force. Le Parti socialiste est le premier parti de France, le Parti socialiste est le garant de l'union, le Parti socialiste est le garant des libertés, et il est le garant du changement. Alors voilà en tout cas des propos que le Parti communiste n'aura pas manqué de relever et que Georges Marchais pourra commenter dans moins d'une demi-heure, puisque son parti a décidé d'organiser un vaste meeting à la porte de Pantin à Paris à 20h30. À en croire la publicité qui a entouré cette manifestation, ce sera un discours important que prononcera Georges Marchais. Déjà sur place, Patricia Charnay, une note d'ambiance. Oui, bien écoutez, le Parti communiste attend ici plus de 20 000 personnes et je peux vous dire que tout a été mis en œuvre pour que ce meeting soit réellement géant. Depuis lundi, des milliers de tracts sont distribués à la sortie des entreprises, incitant les habitants de la région parisienne à venir ici, porte de Pantin. Des transports par car ont été organisés et la mobilisation a été extrême pour que l'appel lancé par l'humanité « Aidez-nous » soit entendu.
Ce qu'il faut dire ce soir, c'est que l'ambiance est à la gravité. Les hommes, les femmes qui sont présents ici sont très inquiets. Ils me l'ont dit, ils attendent bien sûr des explications, une nouvelle fois, mais surtout, ils veulent une réponse à la question que tous se posent. La négociation va-t-elle reprendre? Comment peut-on sauver l'Union? La réponse de Georges Marchais à François Mitterrand dans notre journal de 23 heures. Nous disions donc, Noël Copin, toujours le cap sur l'Union, mais pour autant, est-ce que François Mitterrand évite la polémique? Eh bien non, l'Union, François Mitterrand a parlé même avec une certaine chaleur. Il a conclu en disant « nous avons toujours la main tendue et nous avons toujours le cœur ouvert ». Il a dit à un moment que la gauche avait ses démons. Je crois que son démon personnel le pousse à donner de temps en temps des petits coups de griffe et il a succombé à la tentation à plusieurs reprises tout à l'heure. Un exemple, M. Mitterrand va rencontrer demain le chancelier allemand Schmitt. L'Humanité de ce matin lui en a fait un reproche très vif. Alors M. Mitterrand a ironisé sur ce sujet en disant « Eh bien, j'en tire la conclusion qu'il y a des personnes auxquelles il vaudra mieux ne pas confier le soin de délivrer les passeports quand la gauche sera au pouvoir ». Bien, alors maintenant, quant à l'actualisation du programme commun proprement dite, est-ce qu'il y a des propositions, des concessions du Parti socialiste? Eh bien, M. Mitterrand a évidemment été beaucoup questionné sur les nationalisations. À ce sujet, deux remarques. La première, M. Mitterrand a bien souligné que les nationalisations n'étaient pas le seul point de litige, mais que ce désaccord faisait partie de tout un ensemble. Et puis, deuxièmement, M. Mitterrand a affirmé que la discussion sur ce sujet restait ouverte, mais il souhaite qu'elle ne soit plus abordée à coups de chiffres 729 ou 227 ou un peu plus ou un peu moins. Il souhaite que l'on débatte surtout sur la signification, la nature même des nationalisations dans la société de demain. Alors au-delà des chiffres, quel est l'état d'esprit du PS en ce moment? Eh bien, j'ai posé une question à M. Mitterrand. Quel est le geste qui pourrait débloquer la situation de la gauche? Et il m'a répondu, ce n'est pas un geste, c'est une question de climat. Alors je pense que c'est peut-être aussi une façon de laisser entendre que l'évolution ne sera pas rapide. M. Mitterrand a sans doute voulu ce soir mettre le climat, je ne dis pas au beau fixe, mais en tout cas le remettre dans le cadre de l'union de la gauche. Aura-t-il réussi? J'allais dire, on le saura ce soir lorsque nous verrons en tout cas un élément le climat du meeting du Parti communiste. Du côté de la majorité, deuxième journée de la réunion des députés RPR à Menton, un petit commentaire remarqué de la lettre de Raymond Barre par Jérôme Monod. Contrairement à ce que peuvent penser certains, le paysage politique n'est pas changé pour autant, a dit le secrétaire général du RPR. À 23 heures, l'analyse de cette deuxième journée par Daniel Brem et demain, une séance à huis clos importante, dit-on. Petit livre après petit livre, voici que se confectionne la doctrine de la majorité après le CDS. Voici la plateforme des clubs Perspectives et Réalité, présentée ce matin par Jean-Pierre Fourcade. Raymond Barre est à Moscou, une visite officielle à l'occasion de la réunion de la Grande Commission franco-soviétique. Raymond Barre, qui en quelques semaines aura séjourné à Washington, à Moscou donc, à Bonn, puis à Pékin. C'est dire l'intérêt du voyage du Premier ministre en URSS. En principe, ce devaient être des entretiens techniques, commerciaux, économiques, etc. En réalité, ce sera tout autre chose. M. Barre, en sa qualité de ministre des Finances, présidera, c'est vrai, la Grande Commission, c'est-à-dire l'organisme qui régit les rapports commerciaux franco-soviétiques, mais M. Barre est Premier ministre avant d'être ministre des Finances, M. Kosygin, qui l'a accueilli à Moscou, est Premier ministre aussi, et M. Barre s'entretiendra avec M. Brejnev, nous en avons eu la certitude. Autrement dit, les dirigeants de Moscou ont saisi l'occasion de cette réunion économique pour lui donner un retentissement politique. Ils savent que, ce faisant, ils contribuent à renforcer le personnage international de Raymond Barre qui revient de Washington et qui se rendra prochainement en Chine. Ils le savent et ce n'est pas apparemment pour leur déplaire. En effet, parmi tous les gouvernements occidentaux, c'est certainement avec le gouvernement français que les dirigeants soviétiques s'entendent le mieux actuellement. Ils ne sont pas loin de penser que les rapports franco-soviétiques sont à peu près le modèle de ce que devrait être la détente Est-Ouest. Alors, Raymond Barre pourra, c'est vrai, signer des gros contrats ou mettre en route de gros contrats, c'est toujours intéressant, mais surtout, Raymond Barre va faire connaître aux Soviétiques Raymond Barre. Il y a une curiosité autour de lui dans la mesure où il s'est surtout occupé jusqu'à présent d'affaires spécifiquement françaises. Or, les dirigeants soviétiques aiment connaître les gens avec qui ils discutent et ils aiment nouer avec eux des habitudes de discussion. Et pendant ce temps, à Washington, Andrei Gromyko, le ministre soviétique des Affaires étrangères, proposait au président Carter une rencontre rapide avec Léonid Brejnev. Pendant ce temps aussi, une déclaration sans appel de Mikhail Souslov, secrétaire du comité central du Parti communiste soviétique. Jamais nous ne laisserons les coups des franches aux dissidents.
Relèvement du SMIC de 2,2% au 1er octobre, c'est-à-dire très probablement 9 francs 79 centimes de l'heure, c'est-à-dire encore à peu près 1700 francs par mois pour 40 heures de travail. C'est la conséquence de l'indice des prix que nous vous annoncions hier pour le mois d'août, 0,5%. La lutte contre l'inflation, c'était précisément l'un des thèmes qu'avaient décidé d'aborder les participants à l'Assemblée annuelle du FMI, le Fonds monétaire international, qui, toute la semaine, se réunissent à Washington. Mais cette année, cette préoccupation a pris le pas sur une obsession anti-inflationniste. Je veux parler de la relance. Un peu partout, les machines économiques commencent à se gripper, le chômage s'accroît, et les pays occidentaux se demandent s'il n'est pas temps de changer de cap. Un exemple, la Grande-Bretagne. Un seul homme peut sauver l'économie de la Grande-Bretagne, disait-on la semaine dernière à Londres, et cet homme c'est Jim Callaghan, le Premier ministre. Jim Callaghan, ce n'est pas Superman, mais il est travailliste, et le Parti travailliste a été créé par les syndicats. Entre les deux, il y a communauté d'intérêts et d'idéal, et on fait des concessions. C'est ainsi que seul Callaghan pouvait obtenir des syndicats qu'ils acceptent une nouvelle fois, pour un an, une limitation des salaires. Et il l'a obtenu. Alors, quand nous l'avons rencontré en coup de vent, il était plutôt content. Oui, cela a été une semaine très encourageante pour nous, oui. Très encourageante, merci. Au congrès des syndicats, Callaghan avait donné le dernier bilan de l'économie. Encourageant. L'inflation qui diminue, la livre qui monte, la balance commerciale qui s'équilibre. Et il s'était fâché. J'ai besoin de votre aide. Le Parti travailliste a besoin de votre aide. Il avait même menacé, affirmant qu'une explosion des salaires annulerait les efforts consentis par tous pendant ces 2 années d'austérité et conduirait à des élections que les travaillistes pourraient perdre. Il ajoutait « alors nous coulerons ensemble ». Le lendemain, les délégués se prononçaient pour la modération à une large majorité. À leurs représentants, nous demandions s'ils n'avaient pas sauvé Callaghan. Non, mais ça fait la tâche du gouvernement plus facile. Est-ce que vous avez conscience que vous allez aider l'économie britannique? Ah oui, bien sûr, parce que c'est contre l'inflation. L'inflation, le niveau d'inflation, c'est trop élevé. Et il faut absolument le diminuer. La difficulté va être maintenant de faire accepter par certains la décision du Congrès. Callaghan a demandé que les salaires n'augmentent pas de plus de 10%. Or, les mineurs réclament 100%, ni plus ni moins. C'est eux qui, par leur grève en 73, ont fait tomber le gouvernement conservateur de M. Heath. Ils sont le baromètre de l'économie et affirment aujourd'hui qu'ils se moquent du Congrès et pourraient bien compliquer la tâche du gouvernement. En confidence, pourtant, on m'a dit qu'on trouverait un compromis. Alors, dans la City, c'est presque l'euphorie. Les progrès perceptibles il y a quelques semaines se sont concrétisés soudain, et les banques s'agitent. Les indices financiers crèvent les plafonds. Les actions s'envolent. Le monde achète à nouveau du sterling, pariant sur le redressement économique de la Grande-Bretagne. Les banquiers espèrent 2 chiffres pour l'an prochain. Moins de 15% d'augmentation de salaire, moins de 15% d'inflation. Alors la bataille sera près d'être gagnée et les revenus du pétrole donneront à la Grande-Bretagne un bilan positif. 3 ans de dure austérité seront récompensés. Reste une ombre au tableau, le manque de productivité. Par exemple, 51% des Anglais qui viennent d'acheter une voiture ont choisi une automobile étrangère. Ce n'est pas une preuve de confiance. On a encore peur des grèves. S'il est vrai que l'économie repart, c'est encore hésitant. Mais la Grande-Bretagne est sur le bon chemin. Une photo de M. Schleyer, le président du patronat allemand, publiée ce matin par le journal Libération, qu'il avait reçu anonymement, une pancarte au cou de M. Hans Schleyer, comme vous le voyez depuis 20 jours, prisonnier de la fraction de l'Armée rouge. Les obsèques de Lucifor célébraient ce matin en l'église Sainte-Clotilde à Paris. Le président de la République y assistait, ainsi que de nombreuses personnalités politiques et littéraires. Presque tous les membres du gouvernement étaient là. Jacques Chirac et Claude Labbé revenus de Menton, le socialiste Gaston Defferre, des parlementaires de toutes tendances, de nombreux académiciens, des membres du jury Médicis, Marcel Julien, Jacqueline Baudrier et de nombreux amis de Lucifor. Lucifor sera enterré provisoirement à Passy.
Le comédien Jean-Jacques Vital s'est suicidé la nuit dernière à Neuilly. Il avait 64 ans. Je crois que pour une certaine génération, Jean-Jacques Vital restera célèbre pour avoir créé et animé l'une des plus célèbres émissions de radio, La Famille du Raton. Un feuilleton qui avait duré 29 ans sur les antennes de Radio Luxembourg. Journée noire pour la compagnie aérienne japonaise, la JAL. Détournement ce matin du Paris-Tokyo, 156 personnes à bord. Les passagers français avaient quitté l'appareil pour une escale précédente. L'appareil est immobilisé actuellement au Bangladesh. Et hier, un autre DC-8 de la compagnie s'était écrasé près de l'aéroport de Kuala Lumpur, en Malaisie. Bilan de la catastrophe, 34 morts, 2 disparus, mais aussi 43 survivants. L'explication de ces vies sauvées, l'appareil s'est couché sur une plantation de caoutchouc qui a dû amortir quelque peu le choc. J'ai pu m'entretenir tout à l'heure au téléphone avec Odile Pierquin, cette Française qui va pouvoir épouser un Chinois. La conversation que nous avons eue entre Paris et Pékin était malheureusement trop défectueuse techniquement pour être diffusée, mais Gus tenait quand même, au long de la rédaction, vous l'avez vu, à lui souhaiter à nouveau tous nos vœux de bonheur. Comme convenu maintenant, le moment de notre rendez-vous quotidien de la semaine avec les entretiens de Bichat via Martine Alain Regnault. Aujourd'hui, Martine, un petit ensemble sur la contraception et la sexualité. D'abord, le bilan de la contraception qui fêtait cette année son 10e anniversaire. Son 10e anniversaire en France. 20 ans dans le monde, puisqu'on a découvert la pilule il y a 20 ans, et la contraception est très vieille. Bilan satisfaisant, disent les médecins. Oui, alors, c'est-à-dire qu'on en parle sans passion maintenant. On est entré dans les mœurs, et je crois que c'est très important. On peut parler de ses avantages et de ses inconvénients. Alors, aucune méthode n'est à la fois efficace, inoffensive et simple. Mais au total, on s'adapte, on personnalise la méthode, on donne à chacune celle qui convient le mieux, et ça fait pas mal de progrès quand même. Alors, il y a quand même des accidents, et on en parle beaucoup, ils font beaucoup de tort à la contraception, à la pilule, et en particulier les accidents cardiovasculaires. On en parle, vous savez, ces fameux accidents, on dit une femme est morte, etc. Alors, il semble que ce soit des erreurs de prescription. Alors, c'est intéressant que les médecins se recyclent régulièrement et apprennent ça, et alors ils la déconseillent à un certain nombre de femmes. Et si on la déconseille à ces femmes-là, il n'y a plus d'accidents. Alors ces femmes, ce sont celles de plus de 40 ans. Ce sont les grandes fumeuses, car on a découvert que les accidents cardiovasculaires avaient lieu, en particulier chez celles qui rajoutent le risque du tabac. Celles qui ont des migraines à chaque fois qu'elles prennent la pilule, celles qui ont une hypertension, celles qui prennent plus de 3 kilos chaque mois. C'est beaucoup, et on leur déconseille. Et celles qui ont un peu trop de cholestérol ou de triglycérides, de composantes du sang qu'elles ne devraient pas avoir en excès. Ce n'est pas impératif, c'est déconseillé. C'est déconseillé, en tous les cas c'est à surveiller médicalement de près. Il y a d'autres méthodes surtout. Bon, voilà pour la contraception. On a aussi parlé sexualité avec un Madame anniversaire Missoff. encore, le premier anniversaire du Centre d'information sexuelle. C'est ça. Alors ça c'est en dehors de Bichat, mais c'est toujours la sexualité. Madame Missoff a fait un bilan de ce centre qui s'appelle Information sur la régulation des naissances, la maternité et la vie sexuelle. Et elle a montré combien il était nécessaire. Car avec 2000 visiteurs et 20 000 appels téléphoniques, elle a pu montrer que les Français voulaient s'informer sur la sexualité, sur la grossesse, la contraception, la ménopause, les maladies transmissibles sexuellement. Elle a montré que 2 tiers des femmes s'y intéressaient, 3 quarts des moins de 35 ans, et elle a 2 regrets. Il n'y a pas tout à fait d'adolescents en suffisamment grand nombre pour son goût, et deuxièmement, c'est très parisien. Alors elle va créer des centres en province. Bien, Martine, nous vous retrouvons dans nos 3 éditions de chaque jour. Je voudrais juste un instant évoquer un sujet paramédical et vous lancer un appel. Le 2 novembre, le jour des morts, nous voulons monter un magazine sur la mort. Et nous avons besoin des impressions de ceux qui ont frôlé la mort, qui ont vécu un long coma ou qui ont ressenti quelque chose. Si vous êtes dans ce cas, écrivez-nous au journal télévisé d'Antenne 2. Vous nous aiderez à mieux préparer cette émission. Voilà, il est temps maintenant de nous quitter pour rejoindre le football. Un mot du temps quand même, temps très nuageux demain matin de la Vendée au nord-est. En cours de matinée, ces nuages devraient disparaître peu à peu et le temps ensoleillé se généralisera. Les températures varieront peu. Les résultats du loto, très rapidement, le 2, le 4, le 7, le 16, le 33 et le 38. Vous le voyez, numéro complémentaire, le 30. Voilà, le temps d'une page de publicité, comme disent mes confrères de la radio, et vous retrouverez Nantes avec Bernard Père et Thierry Roland, tout à fait en fin de programme à 23h20, le dernier journal de Gérard Holtz. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée à l'écoute d'Antenne 2. À demain.